Bon, alors maintenant, on rigole moins, là. Vous savez que c'est le 6 juin, là, bientôt, qui arrive. Hein. C'est le débarquement. Ouais, ça débarque, oui. Voilà. Donc, on va parler d'un problème qui est lié à la présence allemande en France. Je reçois Jean-Paul Picapert et Daniel Rouxel. Alors, Jean-Paul Picapert, vous signez aux éditions des Syrtes avec Ludwig North un livre intitulé « Enfants maudits » qui est consacré aux enfants nés pendant la guerre de femmes françaises et de soldats allemands, ce qu'on appelait les enfants de Boche. Et vous, Daniel Rouxel, vous êtes un enfant de Boche, voilà. Alors, ces enfants de la honte, qui sont nés de la collaboration horizontale, comme on disait à l'époque, seraient aujourd'hui en France 200 000, ce qui est beaucoup. Et 60 ans après la fin de la guerre, ils témoignent pour la première fois dans votre bouquin. Oui, c'est ça, parce qu'on a parlé jusqu'ici des femmes tendues, n'est-ce pas, les mères. Hein, que c'était spectaculaire, vous comprenez, tout le monde les a vues dans la rue, monter sur des camions, promener parfois nus dans les rues des villes et jeter en pâture à la foule, pour ainsi dire. Et les enfants, on les avait oubliés. Alors, on les appelle les enfants toujours, mais en fait, ben non, maintenant à l'âge qu'ils ont, on voit bien d'ailleurs Daniel. Voilà, oui, ils ont une soixantaine d'années, hein, bien entendu, puisqu'on fête le 60e anniversaire du débarquement. Voilà. Leurs mères, bon, ben elles ont couché avec l'ennemi, souvent elles ont été tondues à la Libération, évidemment, et les pères avaient des relations amoureuses avec elles, mais ce qu'on apprend en lisant le bouquin, c'est que c'était interdit par le Troisième Reich. Ben oui, parce que les Françaises étaient considérées comme une sous-race. Ils avaient classé l'Europe et le monde entier, d'ailleurs, en catégories successives. Alors, il y avait les Ariens, les bons Ariens, comme on dit, et les Norvégiens, les Danois, les Hollandais, les Belges. Oui, ils pouvaient se marier avec des Norvégiens, des Danois, des Hollandais, les soldats allemands, mais pas avec des Françaises. Non, c'est ça. Et alors, au-dessous, il y avait les Slaves, n'est-ce pas, qui étaient les peuples esclaves. Voilà. Alors, on était au milieu, quoi. La première partie du livre vous est consacrée, Daniel Rouxel. Donc vous êtes né à Paris le 2 avril 1943. Votre mère, Léa Rouxel, était employée de commerce à Dinard. Et un soir de 1942, elle roule à bicyclette. La chaîne du vélo saute. Et c'est près d'un terrain d'aviation. Et il y a là un officier allemand qui l'aide. Et c'est le coup de foudre. Oui, mon père a fait la connaissance de ma mère ainsi. Il lui a sollicité de lui aider pour remettre sa chaîne en place. Et mon père avait la chance de parler très bien le français. De ce fait, ils ont pu lier conversation. Et du petit au grand, et bien ma foi, ils se sont mieux connus et je suis l'enfant de la... Ce qu'il faut dire, c'est que votre père, pour rester proche de votre mère, l'a fait rentrer comme cantinière au camp. Donc ils passent effectivement beaucoup de temps ensemble. Malheureusement, en 1945, votre père est tué, enfin à 27 ans. Il disparaît. Et donc à 4 ans, vous, Daniel, vous êtes envoyé chez votre grand-mère dans un petit village des Côtes d'Armor. Votre grand-mère vous considère pas du tout comme son petit-fils, hein, parce qu'elle est gênée par la situation. C'est-à-dire que par rapport aux autres gens du village, elle est très gênée d'avoir cet enfant d'allemand chez elle. Donc elle se montre dure avec vous, un petit peu pour donner le change à l'intérieur de sa communauté. Tout à fait exact. Tout à fait exact. Mais je me rappelle à ce propos que quand je suis arrivé, donc environ à 4 ans, je suis arrivé chez ma grand-mère. Ma grand-mère ne voulait pas que je sorte afin que les gens du village me voient. Et ma grand-mère, comme par hasard, avait beaucoup de visites. On venait lui dire bonjour, pour me voir bien sûr, pour voir comment un Allemand était fait. Et pour faire voir que vis-à-vis de la société, parfois elle me punissait même sévèrement devant tout le monde. Elle allait même jusqu'à m'enfermer parfois dans le poulailler pour... Pourquoi dans le poulailler? Parce que les gens pouvaient passer devant ce poulailler et voir, bah tiens, on l'a puni. Et moi aussi j'ai participé à la punition. Il est enfermé, oui. Tout à fait exact. C'est pour vous une honte permanente. Toujours. Vous êtes l'attraction du village. Quand on passe vous voir dans le poulailler, vous appelez ça le zoo Rouxel. C'est-à-dire que les gens viennent vous regarder comme une bête curieuse. Vous êtes enfermé dans ce poulailler avec des rats qui vous montent, dessus. Vous apprenez à crier pour les chasser. Absolument, oui. Alors, vous avez 5 ans, 5-6 ans. C'est ça.
Et à l'école, c'est pareil, les punitions, c'est toujours pour vous. Et bien sûr, parce que nous avions affaire à un instituteur qui était en même temps directeur d'école, comme ça se faisait dans les villages, et qui était un anti-allemand, et qui, bien sûr, s'acharnait contre moi. Alors, à l'école, ça se passe pas bien, et à l'église, pas mieux. C'est-à-dire qu'on vous oblige à rester les bras en croix, au milieu de l'église pour expier votre faute, finalement. Absolument, oui, c'est ça. Oui. Ouais. La pire humiliation, c'est un jour, l'adjoint au maire, un dimanche, à la sortie de la messe, qui dit aux gens comme ça, vous connaissez la différence entre un boche et une hirondelle? Ce conseiller municipal me fait monter sur une petite marche où le secrétaire de mairie réunissait tous les gens du village après à la sortie de la messe. Et là, il demande à tout le monde qui était réuni là, est-ce que vous connaissez, vous, la différence qu'il y a entre un boche et une hirondelle? Apparemment, personne ne savait. Ouais. Et il dit, moi, je vais vous l'expliquer. Quand une hirondelle fait des petits en France, qu'elle s'en va, elle emmène les petits avec elle. Et quand un boche fait des petits en France, il les laisse sur place. Ouais. La honte m'a pris. Certaines personnes ont applaudi. Bravo. La honte m'a pris. Je suis parti, j'ai pleuré, j'étais me cacher sous un pont et je ne suis réapparu que le lendemain. Ouais. Et pensiez vous suicider à ce moment-là? Absolument, oui. Ouais. Il y a même eu des appels au meurtre, parce qu'à un moment, il y en a un qui vous dit « Ta mère aurait mieux fait de pondre un lièvre, ça aurait amusé les chasseurs. » Ouais. C'est carrément un appel au meurtre, quoi. Ouais. Quelqu'un vous aurait descendu d'un coup de fusil, finalement, ça n'aurait pas fait un drame? Non. Non. Non, c'était un accident. Ouais. Ouais. Alors ça n'en finit pas, hein. C'est terrible votre bouquin, ce que vous avez vécu, c'est absolument incroyable, parce qu'à l'école, on vous dit, fils de boche, va au tableau. C'est-à-dire que tout le temps, vous êtes traité... C'est toujours ça, c'est le mot employé. Le fils de boche, c'est le mot employé. À l'église, le curé vous refuse la communion, par exemple. De faire ma première communion, oui. C'est pire que tout, ça, quand même. Ouais. C'est vraiment tellement pas chrétien. Non, non. Non, non. Alors le plus incroyable dans votre histoire, c'est que votre père vous a reconnu sur son lit de mort. C'est une chose merveilleuse, oui. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ah, oui, oui. Il dit à sa mère, maman, j'ai eu un enfant en France avec une Française et il faudrait que tu l'élèves comme mon fils, quoi. Mon père a été bombardé et il a eu les deux jambes sectionnées et un bras. Et quand il a vu que ces jours, la fin arrivait, il a demandé à une infirmière de venir. Il lui a dit, voilà, vous allez écrire à ma mère en lui disant, maman, j'ai un fils en France, il s'appelle comme moi Daniel. Je veux que tu le reconnaisses et qu'il soit des nôtres. J'ai trouvé ça merveilleux. Ouais. Alors, la famille allemande vous retrouve quand vous avez 5 ans. C'est ça. Quand vous avez 8 ans, vous allez en Allemagne voir cette famille. Fois, et là, ce qui est extraordinaire, vous découvrez une famille aisée, aristocratique, des gens avec qui vous auriez pu avoir une vie dorée, finalement. Et votre mère refuse que vous restiez en Allemagne. Oui, oui, oui. Oui, on lui a fait la proposition que je sois élevé avec mes cousins. Ouais. Et ma mère, peut-être, n'a pas très bien compris ou n'a pas voulu bien comprendre. De langue, et elle s'y est refusée. Oui. Ouais. C'est le seul reproche que vous faites à votre mère. Hein. Vous dites finalement, vous ne lui reprochez pas d'avoir couché avec votre père. Ah non, absolument pas. Jamais. Non, jamais, mais vous dites qu'elle aurait pu mieux gérer mon enfance. Absolument, oui. Oui, tout à fait exact. Parce qu'elle m'a laissé donc chez ma grand-mère. Et elle est partie, bien sûr, pour gagner pitance dans la région parisienne. Et je ne la voyais, cette mère, qu'une fois par an, quelques jours seulement dans l'année. Ouais. Ça veut dire une semaine, 10 jours maximum. Elle savait, votre mère, ce que vous viviez dans ce petit village? Non, non, on lui cachait. On lui cachait. Et moi, naturellement, j'avais la honte toujours, donc je n'en parlais pas non plus. Ouais. Ouais. Voilà, alors effectivement, vous avez eu ce qu'on peut appeler une enfance sans amour, quoi, sans papa, sans maman qui vous aime. Voilà. Parce que votre grand-mère, elle avait été élevée tellement à la dure que quand vous vous approchiez d'elle pour l'embrasser, elle vous disait arrête de me lécher. Absolument, oui. Ouais. Ce qu'il reproche surtout aux adultes et à sa grand-mère, c'est ne pas avoir pu, seulement de ne pas lui avoir donné de l'amour, mais de ne pas avoir pu donner de l'amour. Les enfants aiment donner de l'amour et montrer l'amour qu'ils ont pour les parents. Et c'est ce que je retrouve chez tous ces enfants d'Allemands, enfin chez beaucoup. Et voilà. C'est très amusant, ça me fait très bizarre parce que moi je suis une petite fille. C'est un tout petit peu différent. Ma grand-mère n'a pas été tondue. Papa Schulz, c'était ton grand-père? Il est toujours en vie et j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir parce qu'ils sont très secrets avec ça. Mais moi, mon grand-père était prisonnier de guerre et ma grand-mère était infirmière. Et ils sont tombés amoureux. Ils m'ont raconté il n'y a pas longtemps d'ailleurs que je les cuisine à chaque fois parce que c'est très secret. Et voilà, et mon père, quand il était petit, on l'appelait
le fils du Bosch. C'est merveilleux. Oui, pareil. Vous voyez, souffert pareil. Bon, un peu moins parce que ça s'est fait 2 ou 3 ans après la guerre, mais c'était encore très sensible. Mais bon, à l'école, les enfants, oui, les parents d'enfants, c'était pareil. Ouais. On découvre des cas tous les jours, on découvre des cas tous les jours, c'est formidable. Déjà 200 000, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, rien, et ça c'est vraiment attesté par des études scientifiques, démographiques, etc. Et puis en plus, il y a tous les avortements, il y a aussi tous les enfants qui ont été abandonnés. Dans la région parisienne, un scientifique a constaté qu'il y avait 50% de naissances illégitimes de plus. Et vous saviez ça, que l'accouchement sous X, ça a été fait pendant la guerre parce qu'on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de femmes enceintes qui abandonnaient, qui... Et à ma mère, on lui a proposé également de m'abandonner. Et c'est pour ça que j'ai une reconnaissance envers ma mère, parce qu'elle ne l'a pas fait. C'est bien. Ça va comment aujourd'hui, Daniel? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler, surtout. Et je vais même plus loin que ça, c'est que maintenant, j'ai sollicité la double nationalité. Et je souhaiterais l'avoir. Toute votre vie, vous avez traîné ça, quoi. Toujours. Toujours. C'est un truc qui vous... La France et l'Allemagne ont là une occasion merveilleuse de lancer une coopération internationale pour que les enfants de la guerre dans le monde obtiennent un statut. Les prisonniers de guerre ont un statut, la Convention de Genève, ça, mais ce problème-là, personne n'en a parlé. Dans tous les pays du monde, il y a ça, bien sûr. Il faut que la France et l'Allemagne, les deux présidents des deux pays, aillent devant les Nations Unies et posent ce problème. Ça serait bien. Et voilà ce que nous voulons faire. Comme ça aurait servi à quelque chose, tout ça. Oui, voilà. Pour moi, ce serait bien, c'est clair. Merci beaucoup. Tu viens sur un plateau de télé et tu vois un type qui a été finalement qui a vécu la même histoire. Enfin oui. Pas tout à fait pareil parce que moi, il était prisonnier de guerre, donc c'était en 45 et ma grand-mère était infirmière, mais c'était assez chaud. Enfin, quand il raconte, ma grand-mère l'a caché, elle a caché sa grossesse avec elle se bandait le ventre jusqu'au 8e mois. On les a envoyés, elle a accouché dans l'Est. Mon père n'a pas vu ses grands-parents avant l'âge de 4 ans. Enfin, ça a été. Enfin, quand on te voit, on est content du résultat. Moi, je suis très fière, c'est une très belle histoire, parce que tout ça, que je me dis que, voilà quoi. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est la même chose, donc tout va bien. Oui, Merci.